RMC, le grand oral des grandes gueules. Avec Samuel Vandal, président des jeunes agriculteurs. Bonjour. Bonjour. Bonjour Samuel, merci d'être avec nous. Ce sont les jeunes agriculteurs qui retournent les permanences des députés de la République En Marche, qui les taguent, qui déversent du fumier, qui cassent, qui murent. C'est vous qui faites ça? Alors c'est le sujet depuis une semaine. Je peux vous dire que nous, les actions qui ont été menées sur le terrain par les jeunes agriculteurs du territoire ont été des actions symboliques où il n'y a pas eu de dégradation, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu d'attaque. Très clairement, il y a eu des actions plutôt symboliques où il y a eu souvent deux bottes de paille qui ont été mises devant la permanence, un peu de fumier. Les tags qui ont été faits, ils ont été faits sur des bâches. Un peu de fumier, on a vu quelques tonnes de fumier. Ah bah ouais, ça c'est pas un peu, quelques tonnes. Si un jour vous me dites t'es un peu grossi, si vous voulez, je vais si vous voulez, j'ai envie de vous dire, quand vous êtes éleveur, 2 tonnes de fumier, c'est un peu de fumier, oui. Oui, mais enfin voilà. pour celui qui les reçoit dans sa permanence ou quand devant sa permanence, aucune intrusion dans les permanences. Ouais, devant sa permanence, voilà. C'est quand même violent. C'est violent. Oui, ça peut choquer, et je le reconnais, ça peut être intimidant, intriguant, mais voilà, on est sur de l'action qui n'a pas dégradé, qu'il n'y a pas eu d'attaque envers les députés, je le redis. Ce qui s'est passé à Perpignan, dans l'Ariège, encore à Paris ou encore hier soir dans le Loiret, ne sont pas issus des jeunes agriculteurs. D'accord. À Perpignan, la tentative d'incendie, c'est pas les jeunes agriculteurs. Mais non, d'ailleurs, ça a été revendiqué. Ah oui. On a les vidéos, on voit bien que c'est pas les jeunes agriculteurs. Nous, on a l'habitude d'y aller à village découvert. Hein. On n'a pas besoin de se cacher, on assume. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de jeunes agriculteurs qui ont été en garde à vue. Ouais. Ils assument totalement, ils vont être convoqués et on répondra des actes. Mais c'est un non-respect de la République et de l'élu et du vote de l'élu représentant des citoyens. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vraiment l'expression d'une détresse. On a fait les états généraux de l'alimentation, où ensemble, avec les concitoyens, avec les élus, l'Assemblée nationale, on a décidé qu'il fallait produire mieux, en respectant mieux l'environnement, qu'il fallait engager une transition, et les agriculteurs sont prêts à y aller dans cette transition-là, à une seule condition, c'est qu'on ait aussi le prix qui revienne. Parce qu'on ne peut pas engager cette transition-là sans que les agriculteurs gagnent leur vie. Et c'est le en même temps. Et en même temps, là, très peu de temps après la conclusion des États généraux de l'alimentation, on signe des traités, entre autres le CETA, demain certainement le Mercosur, qui font rentrer des produits qui ne correspondent pas à nos standards de production, qui ne respectent pas nos normes sanitaires, nos normes environnementales, nos normes de qualité. Et c'est ça, c'est cette incompréhension-là. Et donc le jeune qui s'installe aujourd'hui, qui a des emprunts sur le dos, qui croit à son métier, qui est passionné par son métier d'agriculteur, c'est une passion d'élever des bêtes, de faire des produits de qualité, il comprend pas. Il se dit mais comment je peux faire? Et surtout en viande bovine, où les gens ont du mal à gagner leur vie aujourd'hui. La filière est complètement instable et on se dit mais on va encore importer des produits. Donc on n'en est pas à savoir si c'est 1 tonne ou 100 000 tonnes. Moi, ce que j'ai envie de vous dire... Si, parce que le consommateur, il veut savoir. Vous êtes en train de jouer avec les peurs, là, en disant que le bœuf nourri aux farines animales va envahir le marché français. De l'autre côté, le gouvernement vous répond, il y aura des contrôles, oui. nous serons vigilants. Oui, mais est-ce que ça va arriver en masse ou pas, quoi? C'est parce que ça va arriver. Non, mais si c'est 1 tonne ou 100 000 tonnes, c'est pas la même chose. Justement, je suis pas d'accord avec vous. C'est vous qui venez de dire. Moi, je suis pas d'accord. Que ça soit 1 tonne ou 100 000 tonnes, moi, c'est le principe. Le principe qu'on fasse rentrer des produits qui correspondent pas à nos normes sanitaires, qui ne correspondent pas à ce que nos concitoyens attendent. C'est ça. Aujourd'hui, après 2001, après la vache folle, on a dit stop aux farines animales. Et là, on dit ah ouais, mais attendez, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes. Voilà. Non, mais à un moment donné, il faut de la cohérence. Donc, ce qui est interdit en France, ça doit pas rentrer, basta. Donc, fallait pas signer le CETA. Fallait pas signer le CETA. Et le consommateur, il y a des risques pour sa santé. Est-ce qu'il y a des risques pour sa santé ou pas? Je ne suis pas assez expérimenté pour vous dire s'il y a des risques ou pas. Attendez, moi je suis agriculteur, je suis pas aujourd'hui, je travaille pas dans un laboratoire, donc je ne suis pas apte à vous le dire. Mais en tout cas, si ça a été interdit en France à un moment donné, c'est qu'il y avait Alors c'était les farines animales à base de bœuf qui donnaient l'encéphalite spongiforme bovine. Voilà. C'était ce qu'on appelle le cannibalisme, quoi, en fait, où la bête mangeait ses restes ensuite. Tandis que là, on nous dit ce ne sont pas les mêmes farines. Qui présentent plus de garanties, sanitaires. De garanties à partir de poils, à partir de sang, à partir d'os d'animaux qui sont en bonne santé. Moi, écoutez, à un moment donné, c'est de la farine animale, c'est de la farine animale. On va pas jouer, comme vous disiez tout à l'heure, on va pas agiter la peur. En tout cas, moi, ce que je veux vous dire, c'est que ces produits-là ne sont pas autorisés en France. C'est qu'il y a certainement une raison. Donc, pourquoi allons-nous en importer? Pourquoi ne faites-vous pas confiance aux autorités qui disent nous mettrons tous les garde-fous sanitaires nécessaires? On peut pas.
Aujourd'hui, en France, on a la chance d'être organisé. Ils ont mis un mois déjà pour le plomb au-dessus de Notre-Dame-des-Landes, de Notre-Dame de Paris, pardon. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter 5 secondes. Vous croyez encore que ce gouvernement ou n'importe lesquels sont garants ils sont tout le temps là dans les scandales sanitaires. Enfin, que ça soit on parlait de l'amiante, etc., le plomb. Enfin, à un moment donné, il n'y a pas de garantie là. Ils parlent business. C'est-à-dire qu'eux, ils présentent le CETA en termes de on va pouvoir vendre, on va pouvoir récupérer, on va vendre nos fromages. C'est dans ce sens-là. Moi, je suis pour dire qu'il y a un danger sanitaire et écologique. Moi, je le donne souvent le chiffre ici. 57% des émissions de gaz à effet de serre, c'est l'agro-business. Ce sont les super productions, notamment américaines, etc., brésiliennes, le soja, toutes ces choses-là, en fait, qu'on va au final, le Canada qui se cantonné à faire du marché américain, aujourd'hui, quand tu as un autre marché qui s'ouvre, tu vas produire encore plus. Tu vas dire, on va produire et puis on va envoyer des bateaux, etc. Donc oui, de toute façon, quoi qu'il arrive, le CETA, enfin à mon sens, moi je suis un opposant farouche au CETA et c'est pas anodin que il soit ratifié, voté. Si c'est rien du tout, c'est pour 3 fromages et deux bouteilles de pinard, faut pas nous prendre pour des imbéciles. Justement, parce que c'est divisé au sein des agriculteurs. Certains disent que ça va nous permettre de développer notre business, notamment du côté des exportateurs viticoles. Et c'est pas uniquement les grands du Bordeaux. On a entendu d'autres exploitants viticoles dire c'est bon, ça va nous faire du débouché. On a entendu les fromagers et pas uniquement les géants de l'industrie agroalimentaire, Anas, à chaque fois dire c'est bon aussi pour nous. Moi, je vais me mettre en cheville avec des producteurs là-bas et je vais pouvoir grandir et accroître mon activité. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la France exporte un certain nombre de produits déjà, et des produits de qualité. Et d'ailleurs, c'est là qu'on parle des produits de qualité. On parle des vins de qualité. On parle des fromages de qualité sous IGP. Et donc, en fait, on n'a pas l'impression que ça va augmenter le volume d'export. C'est juste que ce qui se faisait déjà en termes d'export va rentrer dans cet accord-là. Puis c'est des produits que tout le monde s'arrache. C'est des produits d'exception. De toute façon, la majeure partie des produits qu'on fait en France ne sont pas égalés autre part. Je vous prends du Comté, du Morbier, du Roquefort. Tout le monde s'arrache ces produits-là. C'est des produits qui sont faits à base de super produits qui sont de qualité et personne d'autre ne les fait. Donc ce qui était déjà exporté... Mais oui, ça va être... Alors, il y en a certainement un peu plus qui vont être exportés, mais ça représente quoi? Et d'autres de vos collègues, de vos amis agriculteurs vont pouvoir aussi avoir des débouchés. Mais c'est ça. Oui, mais seulement si on ferme les exportations, le Canada va dire, nous, écoutez, on prend plus non plus vos produits. Dit qu'on allait fermer les exportations, les importations. C'est pas ça. Vous êtes juste sur le bœuf et les... Non. Moi, la position, elle est très claire. Aujourd'hui, nous, on veut que tout ce qui est issu de l'agriculture et de l'alimentation sorte des négociations commerciales générales. On ne peut pas comparer un Boeing avec de la viande. On ne peut pas comparer des avions, des voitures, des portières de voitures, parce que là, c'est le cas, entre autres, avec de la viande. Aujourd'hui, si on doit avoir des négociations avec des traités de libre-échange, ça doit être alimentaire d'un côté et le reste de l'autre. Parce qu'il s'en va de notre souveraineté alimentaire. Il s'en va de notre sécurité alimentaire. Et c'est pour nos concitoyens. Parce que là-dedans, qui c'est les premiers qui sont mis à mal? C'est les concitoyens. Et le jour où les concitoyens auront totalement perdu confiance en leur alimentation, en leur agriculture, parce qu'ils se disent tout et n'importe quoi, et ce jour-là, on sera vraiment dans la merde. Mais le CETA, il a été voté. Il a été voté, mais c'est pas fini. C'est pas fini, il doit passer au Sénat. Au deuxième lecture, ensuite. Donc c'est pour ça qu'on va continuer notre lobbying. Entre autres. Et les actions aussi? Les actions, non. Aujourd'hui, les actions du côté des agriculteurs, elles sont finies. On a appelé à l'apaisement. On a appelé à reprendre la parole et la discussion avec les députés, parce que maintenant, tous ceux qui ont voté pour le CETA doivent aussi s'expliquer vis-à-vis des concitoyens et des agriculteurs. Pourquoi? Quel argumentaire? Alors, un peu plus que tous les éléments de langage qui ont été envoyés, parce que les éléments de langage qui ont été envoyés à 150. Oui, mais un député, il vote aussi en fonction de son étiquette politique, de ses convictions. Il a le droit aussi d'être pour le CETA. Et à ce moment-là, vous n'avez pas à lui demander des comptes. Il vote les lois. Comment ça, on n'a pas eu demandé des comptes? Moi, je suis pas d'accord avec vous. Attendez, il a été élu par le terrain. Oui, mais
une fois que c'est voté, il vote les lois nationales. Il vote pas forcément en fonction de l'exploitation qu'il a à côté de chez lui. Ouais, mais en attendant, il doit avoir un avis quand même. Il est représentatif de son territoire, de ses terroirs, de ses concitoyens. Donc il doit aussi s'exprimer en fonction. Mais c'est un représentant de la majorité. Si la majorité décide qu'il faut voter le CETA, il votera le CETA. Mais ça sera rendez-vous en 2022, puisque si un député, voilà, mais il faut attendre les député d'un territoire rural a voté à contre-courant de ses électeurs qui, dans le milieu rural, sont contre le CETA, il aura l'addition en 2022. C'est clair. Mais je suis d'accord avec toi que pour l'instant, il vote ce qu'il veut. Il a été élu, donc il a la légitimité du mandat qui lui a été confié. Maintenant, si on dit dans la majorité, il faut voter le CETA. Mais si en 2022, tous les députés de La République En Marche n'ont pas voté le CETA. Non, il y a eu plus de 52 abstentions. Et puis il y en a qui ont voté contre. Et puis chez les Républicains, il y en a qui ont voté pour. Et le reste a voté contre. Donc voilà, donc à un moment donné, ces gens sont aussi assez libres de savoir ce qu'ils doivent faire pour leurs concitoyens. C'est pour ça que moi je me considère comme révolutionnaire et je veux un changement de société, parce que moi j'en ai marre qu'on balade les gens d'élection en élection. C'est-à-dire le seul moment où tu as le droit d'ouvrir ta gueule dans ce pays, c'est de croire que tu vas mettre un bout de papier blanc avec un nom sur un truc et puis tu attendras 5 ans après, etc., etc. À un moment donné, moi que si les gens ils font des actions coup de poing, moi je considère que de toute façon c'est pas un député ou un maire d'une bourgade qui a la main là-dessus. C'est là-haut, et c'est là-haut qu'il faut taper. Et je pense qu'il faut à un moment donné profiter aussi de la colère sociale ambiante qu'il y a, parce que les questions, je pense, d'agriculture, les questions d'écologie, etc., elles concernent les gens bien plus qu'on pense croire que les gens ils pensent que à ce qu'ils mettent dans leur portefeuille. Non, les gens aussi ils ont à cœur de savoir comment ils sont soignés, comment ils mangent, etc. Maintenant, il y a un problème de fond. Enfin, quand on voit par exemple des personnes comme Barbara Pompili, elle était écologie, Europe Écologie Les Verts, elle fait abstention sur ce truc-là. Celui qui a remplacé De Rugy était quand même à l'écologie, son remplaçant, il a voté pour le CETA. Joachimson Forger, il ramène un calepin comme ça, il dit pendant 2 ans j'ai travaillé sur la superproduction des pêches, et qu'au final il donne ça à Greta Thunberg. 1 heure après, il vote le CETA. Ils se foutent de la gueule des gens, ces personnes-là. C'est-à-dire qu'il est hors de question d'attendre les élections ou quoi que ce soit. Il faut qu'ils rendent des comptes, parce que on a un problème de bœuf. Est-ce que vous trouvez pas de bœuf autour de vous? On trouve pas, il y a pas à manger? C'est quoi ces histoires? Pourquoi on a besoin de ramener du bœuf canadien ou américain? Il faut pas se mentir. Il y a une guerre commerciale, d'accord, qui est en train de s'opérer. On le voit, il y a de plus en plus de tensions entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis sont aussi en froid avec le Canada, notamment sur la question de l'aluminium et de l'acier, etc., avec le Canada. Et le Canada avait besoin d'avoir un accord avec l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe, elle est en train de chercher des alliés face aux États-Unis. Il va y avoir une guerre commerciale. Faites attention. Et même déjà, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de dire que l'an prochain, on va le payer cher, parce que le Brésil, les États-Unis sont en train de faire un bloc contre la Chine et l'Europe. Il y a quelque chose de très grave qui se passe. Moi, je suis d'accord avec vous. Il faut des actions, mais il faut aussi attention aux actions. Il ne s'agit pas d'avoir des actions violentes, dégradantes. Et je reviens sur le premier sujet. Parce que j'ai un coup de gueule à donner. Ça tombe bien, je suis aux grandes gueules. Tous ceux qui ont dit que c'était du terrorisme, ici, ça a été dit la semaine dernière, mardi. Christophe Castaner qui l'a dit. Non. Les attentats contre les permanents. Il a parlé des attentats, et il n'a pas dit les jeunes agriculteurs, il a parlé d'une manière un peu globale. On a parlé de terrorisme, on a parlé d'attentats, on a parlé de vandalisme, on a parlé de dégradation, on a parlé de violence, d'atteinte aux biens. Ça, c'est pas nous. Et on a été visé injustement. Et mon réseau, il a été visé injustement. Mon réseau, il est basé sur des valeurs, sur des hommes et des femmes qui s'engagent, qui donnent de leur temps pour défendre la profession, pour faire que demain, s'il y a des jeunes qui veulent s'installer, on les accompagne encore mieux à s'installer, et que demain, on ait des paysans nombreux sur tout le territoire qui font des produits de qualité. Qui vous a visé? Donc on peut pas, tout le monde, mais ici sur le plateau, un des chroniqueurs a dit c'est des terroristes, faut arrêter de parler avec eux. Quand on fait peur, ou quand on joue avec les peurs. Vous vous rendez compte de ce qui a été dit? Mais ces gens-là, ils n'ont pas vécu les attentats à Paris. Et personne de leur famille ont vécu ce qu'a été les attentats à Paris. C'est dramatique ce qui a été dit. C'est dramatique. Donc il va y avoir des enquêtes partout, parce qu'en ce moment c'est faut faire des enquêtes partout. Donc il va y avoir des enquêtes partout, mais j'espère que ces gens-là, qui ont manqué aussi de tact et de respect vis-à-vis de mon réseau de jeunes agriculteurs, j'espère que ces gens-là, ils sauront le reconnaître. Ils sauront s'excuser. Que oui, peut-être nos actions, elles ont dérangé. Oui, peut-être nos actions, elles ont mis mal à l'aise. Peut-être que ici ou là, ça a été mal vécu, ça a été trop loin et que tout le monde ne comprend pas le sens de l'action. Est-ce que vous envisagez de changer de mode d'action quand même ou pas? On doit faire un point début septembre justement pour voir comment on va tourner... Allez-y, pardon. Non, mais justement, c'est sur ça. Parce que là, vous avez dit le prochain rendez-vous, c'est en octobre, c'est ça? Donc, et vous avez dit, on va continuer le lobbying.
Oui. Sous quelle forme? Est-ce que vous envisagez, par exemple, c'est dans le même sens que la question d'Alain, d'utiliser le soft power, on parlait de soft power, des façons de convaincre un peu plus douces, c'est-à-dire, et efficaces néanmoins, la fiction. Il y a un film là qui va sortir à la rentrée sur l'agriculture, sur le suicide des agriculteurs avec Guillaume Canet, par exemple. Donc, est-ce que vous allez aussi vous servir de ces moyens-là? Il y a on utilise tous les moyens, mais le principal moyen des agriculteurs, c'est déjà le dialogue. Et ça, je pense que c'est important. C'est savoir dialoguer, écouter. Quand on est obligé de... vous croyez que moi, en tant que président des jeunes agriculteurs, ça me fait plaisir de voir mon réseau qui est obligé d'utiliser la force ou ce type d'action-là pour se faire entendre? Bien sûr que non. Les agriculteurs, c'est des gens qui sont là dans la ruralité, qui dialoguent avec leurs concitoyens et qu'on incite à dialoguer. Donc là, on a un exemple très beau, c'est au mois d'août, on a toutes les fêtes départementales de la Terre, où dans 90 départements de France qui vont avoir lieu. Donc c'est aussi savoir expliquer, recevoir les députés et sénateurs pour parler ensemble, parce qu'il y a le CETA, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a le CETA, il va y avoir le Mercosur qui va arriver avec l'Amérique du Sud. Derrière, avec l'Amérique du Sud. Il y a aussi tout un tas de sujets sur le bien-être animal, sur la vie en société. Ça, c'est important aussi. La vie en société. Accepter, et vous en parliez ici la semaine dernière, sur les bruits. Aujourd'hui, les gens qui viennent s'installer à la campagne, ils acceptent plus qu'une vache, elle ait une cloche et qu'elle fasse du bruit. J'ai un jeune agriculteur en Haute-Savoie, là, il est au tribunal. Il est au tribunal parce que ces vaches, pour aller de la salle de traite au pré, elles prennent 800 mètres de route. Ça dure 5 minutes. Et il y en a un qui vient de s'installer il y a 6 mois. Le mec, il accepte pas d'attendre 5 minutes le matin derrière les vaches avec les cloches. Non, mais vous vous rendez compte où on en est? Il a été convoqué en gendarmerie, on va voir les suites. Mais vous vous rendez compte où on en est? J'ai un autre agriculteur, pareil. Et lui, il a interdiction. Il a été obligé de créer un chemin pour 300 mètres. Pour 300 mètres, parce que ces vaches, 2 fois par jour, elles prennent... Et après, on dit, on veut pas d'agriculture industrielle. Ouais, mais à un moment donné, le mec, son choix, c'est quoi? Soit il arrête, soit il fait un grand bâtiment, les vaches, elles restent qu'à l'intérieur et elles vont plus voir les prix. C'est dramatique. Samuel Vandal, vous restez avec nous puisque vous avez cité L214, on va en parler. On va parler aussi du glyphosate, on va parler du bio. C'est le président des jeunes agriculteurs qui est avec nous dans le grand oral des GG. À tout de suite. Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Dans le grand oral des GG, nous recevons Samuel Vandal qui est venu s'expliquer ici dans les grandes gueules. C'est pas un interrogatoire, il n'y avait pas une injonction d'explication, mais quand même, on voulait l'entendre après les actions contre les permanences des élus, des députés. Vous avez fait part de la colère des agriculteurs face à ce CETA, ce traité de libre-échange entre la France et le Canada. Vous avez dit le problème de la viande de bœuf qui est nourrie aux farines animales. Faites pas confiance au contrôle. On va encore rester quelques instants justement sur ce contrôle et la communication. Fatima Idbounoua et Zora Habitant. Alors, il y a un sujet dont je trouve que nous avons peu parlé, c'est le sujet de la sécheresse, notamment. Je parlais des contrôles, je voulais dire. Je crois que tu voulais parler sur les contrôles. Sur la sécheresse. Contrôle d'abord, vous avez une question sur les contrôles. Et puis on verra sur la sécheresse après. Sur la sécheresse. Mais sur les contrôles, pardon. Sur les contrôles, lundi, Didier parlait... Didier Giraud, notre agriculteur. Didier Giraud, l'agriculteur, parlait des produits transformés en France en disant, voilà, le problème des étiquettes. Et le député qui était en face de nous disait, ne vous inquiétez pas, ça sera contrôlé au niveau français. Mais le problème, c'est qu'au niveau européen, qu'est-ce qu'il y a en termes de contrôle? Eh ben c'est ça. On a la chance en France d'avoir la DGCCRF, donc qui permet de contrôler tous nos aliments. C'est eux qui sont garants de la sécurité sanitaire de nos aliments. Et au niveau européen, il n'y a rien. Ça fait 5 ans qu'on demande, nous, chez Jeunes Agriculteurs, d'avoir un vrai centre de contrôle européen pour qu'on puisse ensemble y aller en bloc et donc verrouiller un peu tout ce qui rentre dans l'Union européenne. Aujourd'hui, on ne l'a pas. Donc ils disent que ça va être contrôlé. Moi, très bien, je reviens toujours à la même question. Par qui, comment, où? Voilà, donc ça pourrait être contrôlé de toute façon que sur le territoire européen. Tous les contrôles, tout ce qui va sur le mode de production au Canada, mais ça va être valable pour le Mercosur, ça sera contrôlé dans les pays d'origine. Donc il y a aussi une histoire de confiance avec le pays d'origine, si je puis dire. Quand je vois que le Canada s'est allié avec 15 autres pays et attaqué l'OMC en disant que les règles européennes et françaises étaient un peu trop drastiques, ils ont attaqué ça le 4 juillet. Je me dis, bon, comment ça va se passer? Zora Habitant. Moi, je voulais poser une question sur la relation entre... Alors là, évidemment, le CETA, ça vous met un peu en lumière. En tout cas, il y a de plus en plus de gens qui s'interrogent sur les questions alimentaires et on va y venir parce que aujourd'hui, tout le monde essaye de consommer local, tout le monde essaye de consommer beaucoup moins, de faire attention, etc. Mais n'empêche que vous avez un rôle très important de relation avec les Français et de relation de proximité et de confiance parce que
le CETA, évidemment, ça va quand même inquiéter les gens. Et comment vous allez vous y prendre pour créer cette relation de confiance et justement qu'on ait l'information rapidement et qu'on sache justement en attendant j'allais dire, d'être rassuré sur ces questions sanitaires. Alors il y a deux sujets. La relation de confiance, c'est sur comment nous, agriculteurs, on pratique, on fait nos aliments, nos produits. Et donc ça passe par l'ouverture de les fermes. C'est important que tous les agriculteurs, durant cet été, début de l'année, ils ouvrent leurs fermes. D'ailleurs, il y a une action magnifique qui s'appelle la fête des récoltes et des moissons, organisée par Agri Demain, un collectif qui permet d'accompagner les agriculteurs à ouvrir leurs fermes à leurs voisins, aux concitoyens, pour dire venez voir ce que je fais, comment je le fais, comment je traite, est-ce qu'il y a des antibiotiques ou pas. Et ça, c'est important. La relation directe. Là, c'est bien ce que je vais faire à la télé. Non, mais c'est bien, mais on le sait pas en fait. Il faudrait qu'on le sache. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit devenir. Il faut que tous les agriculteurs le fassent déjà. Voilà. Il faut que tous les agriculteurs le fassent, ça c'est hyper important. On s'est trop éloigné, il y a de moins en moins de paysans, donc il faut reprendre la communication. Deuxième élément, c'est la communication sur les produits, leur origine, comment ils ont été faits. Et ça, il y a 4 ans, on a lancé ce mouvement-là, ça partait de Bretagne, viande et lait de nulle part. C'est-à-dire qu'on allait sticker dans les magasins, dans la restauration hors domicile, hors foyer, l'ensemble des produits qui ne sont pas étiquetés correctement. Produits nés, élevés, abattus, transformés dans le pays. Et ça, c'est hyper important. Que le consommateur, s'il a envie de faire un acte d'achat patriotique, il puisse le faire. Voilà. Et donc ça, c'est hyper important. Et il faut que les sanctions derrière, elles tombent. C'est-à-dire qu'il y a un cadre à tout ça. Et ça veut dire que les gens qui ne respectent pas... Mais qui sont les gens qui ne respectent pas ça? Que ça soit la grande distribution. Vous allez dans n'importe quelle grande distribution, fruits et légumes. La semaine dernière, dans un magasin à côté de chez moi, je tairai l'enseigne. Une grande pancarte comme ça. Vous êtes en Seine-et-Marne, hein? Je suis en Seine-et-Marne. Une grande pancarte comme ça, fruits et légumes français. Vous regardez en dessous. Ouais, c'est ça. C'était quoi? Les pommes, elles venaient de Roumanie, de Pologne, d'Argentine. Non mais c'est quoi ce délire? On trompe le consommateur. Donc ça, il faut attaquer systématiquement, attaquer pour fraude à l'étiquetage, attaquer pour tromperie vis-à-vis du consommateur, parce que c'est de la tromperie. Et donc aujourd'hui, si une tomate, elle vient de France, il faut qu'elle soit notée en France, mais si elle vient d'Espagne, elle doit être... Est-ce qu'il y a un effort? Est-ce qu'il y a de plus en plus de fruits, de légumes, de viande et autres qui viennent de France aujourd'hui ou pas? Est-ce qu'il y a... Oui, vous avez constaté cet je effort? pense qu'il y a il y a un mouvement de balancier. Ouais, il y a un mouvement de balancier, mais à côté de ça, quand on va suivant l'échelle à laquelle on est, on se rend compte. Est-ce qu'il n'y aurait pas un étiquetage, j'allais dire, presque agréé, où on ne peut plus mettre produits français, mais que quelque part, on peut être sûr que cette pomme, elle est française, etc. C'est tout à fait notre demande vis-à-vis du gouvernement, parce qu'en attendant, le consommateur, il est trompé. Il y a plein de logos français. Et Didier Giraud le disait lundi. Il disait, mais en fait, à partir du moment où c'est transformé en France, on met le logo français. Et vous allez faire une enquête dans une grande distribution, dans un magasin. Un consommateur, il dit, mais si, j'achète français, regardez, il y a le drapeau français. C'est une tromperie au consommateur, c'est une tromperie aussi envers les agriculteurs. Puisqu'on parle du consommateur, il est devenu méfiant. On va parler de la sécheresse, promis, mais on parle de la consommation, là. Je voudrais qu'on parle du glyphosate. Il y a eu un grand débat. Vous êtes céréalier, je crois. Oui, je suis céréalier. Vous utilisez le glyphosate? Bien sûr, j'utilise du glyphosate. Aujourd'hui, vous m'empoisonnez? Comment? Vous m'empoisonnez? Non. Non, il y a un vrai sujet là-dessus. Vous perturbez mon métabolisme avec le glyphosate? Non. Aujourd'hui, moi, je suis passé en agriculture de conservation donc sur mon exploitation, qui fait qu'aujourd'hui, je sème, et j'ai semé hier, entre autres, des cultures intermédiaires pièges à nitrate, c'est-à-dire que toutes mes terres sont semées toute l'année pour favoriser la biodiversité, favoriser la décomposition de la matière organique, favoriser les vers de terre, les micro-organismes dans mon sol. D'ailleurs, je fais des comptages de vers de terre tous les ans. Ça peut paraître complètement dingue. Vous demandez à ma fille qu'est-ce que c'est qu'un ver de terre, ma fille vous répondra c'est le meilleur ami de mon père. Et oui, parce que ça permet d'avoir un sol vivant. C'est rigolo, mais c'est comme ça. Et donc, mais le problème, vous ne pouvez pas vous passer du glyphosate. Non, dans cette situation-là, je ne peux pas me passer du glyphosate. Pourtant, les études disent que j'ai pas d'alternative. Les études disent qu'il est nocif, ce glyphosate. Il est nocif, mais c'est pareil. À quelle dose? Sur quoi? Sur les produits. Aujourd'hui, en France, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne traite pas les produits avec du glyphosate. Le glyphosate, il est traité en interculture. C'est-à-dire que entre, par exemple, un blé et un maïs, il y a des repousses de mauvaises herbes. Il est traité en moyenne, sur mon exploitation, 1,2 litres hectare. C'est-à-dire que vous prenez une bouteille d'eau, vous la mettez au milieu d'un terrain de football, c'est ce que je traite. Voilà. Il n'est pas traité sur les produits, contrairement au Canada, par exemple. Tiens, si on revient sur le Canada,
Panzani achète son blé dur pour la majorité au Canada, d'après une enquête. Moi, je suis pas, voilà, ça a été mis dans plusieurs articles. Ce blé-là, et il a des résidus de glyphosate dans le blé. Bien sûr, parce qu'il est traité sur les produits pour accélérer la maturité. Les exploitations sont tellement grandes, les batteuses, il y a une limite. À un moment donné, on peut pas faire des milliers d'hectares dans une journée. Donc, à un moment donné, pour accélérer la maturation, on s'en sert. Ça, c'est interdit en France et on ne le fait pas. D'accord. Sécheresse, Fatima. Oui, et ensuite, question d'Anas. On a peu, je trouve, parlé de la sécheresse, même dans les médias, alors que c'est un sujet très important. Moi, j'ai une amie une de mes meilleures amies d'ailleurs, qui vit dans la Creuse et qui m'en parlait tous les jours. Voilà, au téléphone, elle m'a dit mais pourquoi vous n'en parlez pas? On est même en train de nous dire déjà pour les particuliers, faites attention, peut-être même l'eau potable. Voilà, achetez de l'eau en bouteille parce que l'eau potable, il faut faire attention. Donc, et les premiers, ceux qui en ont souffert aussi, c'est les agriculteurs. Vous, quels sont les retours que vous avez eus sur ça et quelles vont être les répercussions? Parce qu'il y a un effet domino. Ouais, c'est assez dramatique ce qui se passe là cette année. La sécheresse a pris l'ensemble de la France. Alors même s'il pleut là ces derniers jours dans certains endroits de la France, le mal est fait. Le foin, il va pas repousser comme ça du jour au lendemain. Donc le risque, c'est que les éleveurs qui aient peur de pas arriver à nourrir leurs bêtes tout l'hiver, on emmène un peu plus à l'abattoir plus rapidement pour sécuriser. Voilà. Et ça, c'est l'âme de l'éleveur. J'ai envie de dire le père. Parce que c'est comme ça, c'est la passion et on veut pas que nos animaux souffrent. Et donc partout, on a su très vite s'organiser. Voilà, on organise des opérations fourrage, des opérations paille, c'est-à-dire des bassins céréaliers ou limitrophes qui sont un peu moins touchés, qu'on envoie directement dans les départements les plus touchés pour venir en aide le plus rapidement possible. Le ministre de l'Agriculture a débloqué un certain nombre de choses. Il a demandé des aides, des avances de trésorerie donc à l'Europe sur les aides PAC pour que les agriculteurs puissent avoir de la trésorerie. C'est le premier point, c'est important. Il a débloqué le fait de pouvoir faucher les jachères, ces terres en repos pendant plusieurs années où ils poussent de l'herbe pour donner aux éleveurs. Dans les départements concernés à la sécheresse, nous on lui a demandé d'aller plus loin, d'aller dire maintenant c'est partout en France, il faut qu'on puisse faucher les jachères pour les donner gratuitement à nos éleveurs. Mais c'est compliqué parce que c'est la machine de l'Europe, c'est la machine de Bruxelles. Donc c'est un sujet sur lequel aussi il faudra qu'on s'attaque, c'est remettre un peu plus de bon sens à l'Europe. C'est quand même dingue. Moi j'ai 4 hectares de jachères avec de l'herbe haute comme ça que j'ai toujours pas broyé en attendant de pouvoir les donner aux éleveurs, c'est toujours pas possible, quoi. C'est du non-sens. C'est du non-sens. Je veux même pas faire de l'argent avec, je veux juste la donner à nos éleveurs. Donc ça, c'est Bruxelles qui détient les verrous. Il faut qu'on fasse sauter avec le ministre de l'Agriculture, avec le gouvernement, parce que c'est complètement dingue, quoi. Vous vous rendez compte que j'ai de quoi nourrir quelques bêtes, quoi, une paire de bêtes. Et vous ne pouvez pas. Et si vous le faites, vous êtes dans l'illégalité. Et si je fais, je vais me faire sauter mes primes PAC. C'est pire que ça, et je vais me retrouver. C'est inquiétant. Anas Kazib. Moi, ça me convainc de plus en plus de l'idée que j'avais dit à Didier Giraud, c'est-à-dire d'avoir un service public de l'agriculture, parce qu'au final, ces gens-là sont prêts déjà, ils sont criminalisés, dans le sens où on leur met toutes les misères du monde, c'est eux qui polluent, c'est eux qui ceci, c'est eux qui cela, mais je pense que si quelqu'un, un agriculteur, peut vivre de son salaire en prenant le temps et en se disant moi je vais essayer de faire les choses de manière de manière bio, etc. Il le fera. Le problème c'est que derrière on leur dit mais en même temps vous avez des subventions, mais vous vivez de ceci, vous vivez de cela, et puis vous nous empoisonnez. Enfin c'est plus possible. Et puis là de ce que vous êtes en train de dire à la fin, c'est-à-dire que c'est toujours au final in fine une question malheureusement financière. C'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire de comment en fait moi je suis peiné lorsque j'entends quelqu'un comme Didier Giraud qui te dit qu'il sort 700 € de salaire par mois alors que le gars il se réveille à 4 heures du matin et il dort à je sais pas quelle heure. Ce n'est pas possible, ce n'est pas viable. Je pense qu'il va falloir. Tout à l'heure vous parliez de patriotisme agricole. Moi je suis alimentaire, je suis opposé à la question de patriotisme à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que d'une part je pense que si demain un fromager vend ses fromages aux États-Unis, il va être heureux, on va dire chouette, le fromage français se vend. C'est-à-dire qu'à l'extérieur on veut vendre les produits français, on est heureux qu'un Américain achète du fromage français et en France on va dire non mais achète pas une tomate d'Espagne, achète une tomate. Moi je pense que ça n'a pas de sens. Le protectionnisme économique ça ne fonctionne pas. Je pense que ce qu'on produit ça doit déjà servir aux gens qui vivent dans le pays. Je pense que la production marocaine elle doit servir aux Marocains, la production espagnole doit servir aux Espagnols et ainsi de suite. Derrière de faire du protectionnisme, moi je pense qu'il faut vous battre contre le dumping social avec les agriculteurs pour
polonais, roumains, je pense qu'ils sont pas moins méritants. Je pense qu'un agriculteur roumain, il est pas moins mauvais qu'un agriculteur français. Je pense simplement que c'est les normes du pays, c'est les luttes aussi internes dans le pays qui font que nous, en France, peut-être à travers des batailles sur l'écologie, sur le climat, on a réussi à avoir des normes qui sont mieux pour la question sanitaire et qu'ailleurs, comme au Canada et ailleurs, on en d'accord avec ça. Ouais. Et pour la plupart, oui, je suis d'accord avec ça. Si vous voulez, à un moment donné, il faut aussi, je disais, patriotisme alimentaire. Ou plutôt que les gens je vous disais ça parce que ça revient beaucoup, vous savez, il y a beaucoup le truc de oui, il faut faire vivre nos petits agriculteurs, comme si c'est Anas ou Zora qui fait vivre le petit agriculteur français, nous faire croire qu'on est complice en fait. À ce moment-là, que celui qui a des convictions et qui les exprime, qui veut une belle agriculture avec des petites fleurs et machin, il consomme en fonction. Enfin, moi, à un moment donné, c'est ça, quoi. On peut pas avoir un discours d'un côté et puis manger une alimentation qui a rien à voir. Permettez une dernière question sur L214. Oui. Parce que comment ça se passe avec L214 maintenant au sein des jeunes agriculteurs? Écoutez, comment ça se passe, j'ai envie de vous dire. L'association qui milite pour l'interdiction de l'abattage, qu'on arrête de tuer les animaux pour les nourrir, pour les manger. Il y a une action dans mon département, une action hier. Alors c'était pas vraiment. Ça va mal se terminer un jour. Ça va mal se terminer. Écoutez, je pense que on parlait tout à l'heure des actions des agriculteurs dans les parlementaires et d'ailleurs certains parlementaires s'en sont servis en disant les agriculteurs, ils disent ils dénoncent le fait qu'il y a des gens qui rentrent dans nos élevages, qui rentrent dans notre propriété privée, ils font la même chose chez nous. Non, nous on est rentré chez personne. On est resté devant la porte. On n'a rien dégradé, on n'a pas fait sauver des animaux. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut en appeler au respect, au bien des personnes. Et comme si demain il y a une action, s'il y avait une action syndicale chez les jeunes agriculteurs qui dégradait ou qui avait atteint. Vous demandez l'interdiction d'L214 ou pas? Demander l'interdiction d'L214, ça servira à quoi? Ça servira à quoi? Non, je pense qu'aujourd'hui, il faut très clairement que toutes les actions elles soient punies. Celles qui dégradent, celles qui font atteinte aux biens et aux personnes, comme nous. Mais il y a un mouvement quand même pour moins manger de bêtes. C'est ça, il y a un mouvement vegan. Mais le problème, c'est que c'est pareil. Le 214, ils sont où sur le CETA? On les a pas entendus. Faudrait qu'ils soient cohérents, ces gens-là, merde. On les entend où? On va les entendre sur le Mercosur? Non, eux ils sont sur leur petite boîte, ils ont du mal déjà à discuter avec les agriculteurs, ils rentrent et violent l'exploitation des agriculteurs en rentrant comme ça, comme s'ils étaient chez eux, comme dans un moulin. Non, les exploitations agricoles, c'est chez nous, quoi. Merci Samuel Vandal, merci d'avoir été avec nous, président des jeunes agriculteurs, des JA comme on dit, c'est ça. Merci Samuel.